Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararabia. Bienvenue, merci pour votre fidélité au mon nom personnel et au nom de toute la direction de la rédaction. On vous souhaite une bonne fête de l'Aïd Saha, l'Aïd Nwan. نسلم غاو الصحة لحنا ثايريتي للي ينرتج مرتقي ساقي دارنا ويقادي قلان دي الحفص مظننا ويقادي قليكين ويقادي قلان وحسن. Voilà, on rend hommage bien évidemment à ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades et bien évidemment aux prisonniers, notamment aux détenus d'opinion. Ils sont nombreux malgré la grâce du président algérien. Il ne s'agit pas des personnes qui ont été graciées, en tout cas il ne s'agit pas d'hommes et de femmes notamment détenus d'opinion et des détenus de politique. Avec nos invités, donc on va revenir sur l'actualité qui a dominé la semaine en Algérie. On y reviendra sur cette date du 20 avril, avril 1980, avril 2001. On rendra hommage aux blessés, aux familles qui sont encore meurtries par la disparition de leurs proches, paix à leur âme. On rendra hommage aux disparus, bien évidemment. Et puis on essaiera de comprendre un peu comment le pays a évolué maintenant depuis toutes ces années, sachant que déjà en 62, déjà en 80, en 88, en 2001 et en 2019 et encore en 2023, ce sont toujours les mêmes slogans, notamment celui-là, qui est connu de tous, pouvoir assassin. Et on a un petit clin d'œil, on rend hommage encore à son compositeur, son interprète, Oulahlou, qui n'a pas pu, je le rappelle, voyager pour notamment toute une série de concerts en Europe ou encore en Amérique. Cette chanson est sortie en 98. Et bien, à l'heure actuelle, encore les Algériens et les Algériennes, on les entend chanter et scander « pouvoir assassin ». Ça veut dire certainement quelque chose, c'est une question qui se pose. On en parle ce soir. On reviendra sur la sortie du général Saïd Chengriha. On essaiera de comprendre réellement de quoi il parle. Il met en garde. Il met en garde contre... voilà, il nous parle d'aventuriers, de discours religieux, d'extrémisme, d'intégristes. On essaiera de comprendre, sachant quand même que depuis plusieurs temps maintenant, on dit aux Algériens que le terrorisme en Algérie c'est terminé. On va essayer de comprendre de qui parle réellement ici le chef d'état-major. Est-ce qu'on ressort à nouveau l'ancien système, un logiciel des années 90? Est-ce que là c'est peut-être un message à l'international ou est-ce que c'est peut-être pour susciter et entretenir des peurs ou faire diversion, ou alors est-ce que c'est la réalité du terrain? Et puis on évoquera bien évidemment, vous le savez, tant attendu, le président algérien devait se rendre en France entre le 2 et le 5 mai prochain. Coup de théâtre lundi dernier, c'est annulé, c'est reporté. On essaiera de comprendre les raisons. Première thématique, on en parle avec nos invités ce soir sur le plateau. Bienvenue Taha Sisri, bonsoir, militant politique, Herakis de tout temps. Merci de m'avoir invité. Donc je profite pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens et à tous les musulmans. Merci de m'avoir invité et un bonjour à tous les téléspectateurs et à notre camarade Brahim Younsi et à tous les journalistes maghrébiens. Merci pour les équipes et pour l'équipe. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA entre 82 et 88. Bonsoir, cher Brahim Younsi, et publiquement, encore une fois, à tous les deux, devant nos téléspectateurs, téléspectatrices, tous mes voeux pour cette Eid 2023. Saïdkoum. Merci beaucoup. Bonsoir, Chaban. Bonsoir à Tahar Sisrir. Merci. Je salue. Ce soir, vous êtes tous les deux stendaliens. Ah oui, en rouge et noir, oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai un peu de bleu, oui, c'est vrai. Je pense que vous faites allusion au rouge et noir de Stendhal, c'est ça? Oui. Bien vu. Oui, bien vu, voilà. Vous voyez, encore j'ai un peu de... Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Je leur souhaite un deuxième jour d'Aïd, un bon deuxième jour d'Aïd qui finit, hélas. J'espère qu'ils ont passé de très bonnes fêtes, malgré la situation qui prévaut dans le pays. On va bien évidemment, il était prévu qu'on ouvre avec cette journée en ce vendredi hier de l'Aïd. Effectivement, on a tout de même une pensée, une pensée pendant ce mois de Ramadan, cette journée de l'Aïd el-Fitr.
une fête, mais plutôt une réunion de famille, une réunion d'espoir aussi. On sait qu'on a évoqué longuement dans le cadre de nos émissions pendant 30 jours la difficulté à laquelle on fait face, les Algériens aussi, à vivre ce Ramadan, même si le but c'est de partager, de manger modestement, mais on a quand même vu des Algériens confrontés à une difficulté, un pouvoir d'achat, l'oignon qui a fait parler de lui-même. On a vu le kilo d'oignon aux alentours de 300, entre 300 et 400 dinars. Ça reste tout de même un ramadan et une fête particulière. Je commence avec vous, Tahar Sisri, pour les Algériens et puis toutes ces familles qui sont meurtries. Il y a beaucoup de détenus encore dans les prisons. Bah oui, les Algériens aujourd'hui, effectivement, souffrent parce qu'ils n'ont pas de travail. Les jeunes n'ont pas de travail, la plupart. Le pouvoir ne propose rien en fait parce que c'est un pouvoir illégitime qui ne pense qu'à lui-même. Donc les Algériens souffrent parce que ils n'ont pas d'entreprises qui recrutent et ils n'ont pas les moyens en fait financiers pour faire face vivre en fait dignement, parce que aujourd'hui le chômage en fait dépasse toutes les limites. Donc il y a un chômage de masse. Même les parents qui ont 5, 6, 7 enfants n'ont pas de travail. Donc c'est très difficile, c'est compliqué parce que quand on a 5 ou 6 enfants et on n'arrive pas à les nourrir, on n'arrive pas à leur acheter quoi manger, on n'arrive pas à leur acheter en fait les habits et les gens n'ont pas pu profiter de l'Aïd, faire des petits cadeaux à leurs enfants. Donc c'est très compliqué pour eux et le pouvoir n'est pas là pour en fait chercher des solutions. Il est là pour se maintenir. Il est là pour emprisonner, organiser la répression, et c'est là le problème. Parce que à la base, oui, effectivement, c'est l'Aïd, c'est le moment de fête, c'est de l'espoir, de retrouvailles, les gens ils vont profiter, ils vont discuter, les familles, mais quand les familles se rencontrent pour parler plus de leurs difficultés, plus du malheur, plus des prisonniers, plus des personnes qui souffrent, plus des difficultés en fait qui est provoquées en fait par le pouvoir totalitaire, c'est compliqué. Donc ils ont gâché la fête. Le pouvoir totalitaire a gâché la fête. Les Algériens sont confrontés à des difficultés entre parenthèses, pas primaires mais de base, auxquelles le pouvoir algérien aurait peut-être pu anticiper correctement, notamment la pénurie, les prix de certains produits qui ont dépassé toutes les limites cette année. C'est vrai qu'on a un ministre des Commerces qui n'est plus en place, Kamel Rezig, qui promettait depuis plusieurs années, et M. Zitouni, qui est le dernier en date après le remaniement, qui arrive d'ailleurs du RND, qui fait partie aussi des anciens du pouvoir actuel. Nous ne l'avons pas, les Algériens du moins ne l'ont pas entendu. Brahim Younsi, pareil, un mot sur peut-être, vous êtes en France, mais vous avez des familles, on a des échos, on a des observateurs, on a la presse qui en a parlé longuement aussi, puis on a des familles qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Ça a été quand même un mois particulier, encore une fois, cette année, difficilement. Et puis une réaction, vous êtes satisfait de la grâce du président algérien, de un peu plus de 8900 personnes qui ont été graciées, mais encore une fois, il ne s'agit pas de détenus d'opinion. Bien sûr que je me réjouis évidemment de cette libération, de cette grâce accordée à 8900 Algériens, quoi qu'il ait fait. Moi, je considère les détenus dont on dit qu'ils sont des détenus de droit commun dans un pays comme le nôtre comme des détenus politiques. Pour moi, ce sont des détenus politiques, même si ce n'est pas des détenus d'opinion. Vous savez, libérer 8900 ou 9000 détenus, c'est même très bien. Mais libérer l'Algérie et le peuple algérien, parce qu'il est prisonnier, c'est mieux. Or, le pouvoir en place, le régime établi à Alger, non seulement ne fait aucun geste en ces journées d'Aïd,
Et l'Aïd est un moment de communion et de communion singulièrement spirituelle. C'est un moment où l'on pardonne. Et ce geste fait par le président en place, moi je ne dis pas jamais président de la République, parce que le peuple algérien ne l'a pas élu. Un président de la République, c'est celui qui a été élu. Là, c'est un président de l'État, c'est un chef de l'État. Il est à la tête de l'État. Et il n'a pas fait ce geste de pardon et reconnaissent les fautes et les malversations commises. Et les malversations commises, ce n'est pas simplement des malversations financières, mais des malversations électorales. Et il ne regrette pas les lois répressives qu'il n'a peut-être pas inspirées, mais il en est le premier responsable pour les abolir. Je crois que c'était le moment. Le moment d'abolir toutes les lois répressives. Cela, malheureusement, n'a pas été fait. Cela aurait pu conduire, parce que c'est aussi un moment où l'on se réconcilie. Il n'y a aucun geste de réconciliation. Au contraire, la veille de l'Aïd, le chef d'état-major a appelé finalement à la violence. On va en parler dans... Le discours était un discours de violence. Justement, on va en parler. Je n'anticipe pas sur le débat. Non, mais je vais profiter de votre présence. C'est une question vraiment très importante, effectivement, à ce qu'à la veille de l'Aïd, et puis, enfin, en veille de l'Aïd ou à autre moment, est-ce qu'effectivement on peut avoir une lecture, justement, est-ce qu'un chef d'état-major peut faire de telles sorties, et est-ce que, comme vous le dites, est-ce qu'il n'appelle pas d'une certaine manière à la violence, même si je le rappelle, depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du Hirak, le Hirak a montré tout de même une certaine union, diversité de tout horizon. Les partis politiques entre eux, peu importe leur courant, ils n'attendent une seule chose, c'est de pouvoir se réunir et travailler. On en parle tout à l'heure parce qu'encore aujourd'hui, c'est très difficile en Algérie de pouvoir se réunir. Donc nous allons évoquer un des premiers axes ce soir, c'est le printemps berbère. On est en 1980, une conférence de Mouloud Mamri donc est interdite. 2001, quelques années après. Le jeune Massinissa recevra une balle le 18 avril 2001 au sein de la gendarmerie d'Adouala dans la wilaya de Tizi Ouzou, le 18 avril. Massinissa Guerma. Je vous donne la parole tout de suite, Taha Sisri. Et 48 heures après, il trouvera la mort après cette balle. C'est quelques images, on rend hommage et on en parle juste derrière. 3 balles. 3 balles. سفرو ذايم ديازم رشتو لاسدي الخلا في اللي تصدغ لوان شندا وشنفنا سفرو ذايم ديازم رشتو لاسدي الخلا في اللي تصدغ لوان شندا وشنفنا مرحبا يسمى تفسوق السيد مرزوق بكر النوح نسدم أنا ويثيك ليك يزام
العشيس اثنينا وذ وراويس فكر نوعد نزدم انا ويثيك ليك زام الفازي ذنو العشيس اثنينا وذ وراويس مرحبا يسمع تبسوم السيد مران زهور يطيش الصغثي غالثين يساكوي ولا الحذيق المكسايه قعوين يتبع بريدس وشويق نتنادي ثافت ذي ظلام مروى المحان رجالني بردان في طريسك ذن تترو من المرايف فغل منام نتسرقو زمان القرون. Voilà, un petit instant d'historique sur 1980 et puis tout au long de notre débat, vous allez voir avec nos équipes techniques à défiler justement ces portraits, ces noms et ces prénoms qu'on n'oublie pas, 128 morts en 2001, des milliers de blessés et puis les chocs psychologiques, les disparus, on n'en parle même pas. On donne la parole dans un instant donc à Brahim Younsi à Tal Sisri pour revenir un peu sur cette période. Brahim Younsi nous disait à l'instant, c'était peut-être le moment de faire un geste. Le 20 avril, c'était la veille justement de l'Aïd, du 21. Regardez ce qu'a diffusé nos confrères de Berber Télévision, à commencer par donc Khaled Garmah, qui est le papa de Massinissa, qui a trouvé la mort donc après avoir reçu ses balles au sein de la gendarmerie. Voilà, donc il a été empêché de se recueillir et déposer une rose à la place des martyrs du printemps noir. Il a été escorté par la police jusqu'à l'arrêt des fourgons allant à Douala. Et la deuxième réaction du pouvoir algérien, qui est incompréhensible, c'est l'enseignante universitaire et militante démocrate Mira Moknash, qui a été arrêtée donc jeudi 20 avril dans Cave Gaillet après la diffusion d'une vidéo sur Facebook dans laquelle elle disait qu'elle allait marcher aujourd'hui pour la commémoration du double anniversaire du printemps berbère et du printemps noir. Brahim Younsi, je reviens à vous. Quand on voit la question qu'on se pose ce soir, bien évidemment, on rend hommage à ces martyrs, à ces personnes qui ont perdu la vie, certains ont perdu la vue aussi. Il y a énormément de blessés, de personnes en situation de handicap avec ces soulèvements de 1980 et de 2001. Mais la question qu'on se pose aussi ce soir sur cette rétro-info, c'est que, quelque part, est-ce que le pouvoir, il est toujours le même quand malheureusement, on tombe sur de telles réactions du pouvoir algérien, c'est de pire en pire. Pourquoi empêcher un papa, des années après, de se recueillir tranquillement sur la pierre tombale de son fils? Et je rappelle que les familles sont toujours en quête d'enquête, d'informations, de raisons, de solutions. Ils restent toujours sur leur faim. Évidemment, c'est condamnable. C'est peu de choses que de le dire. Vous vous posez la question sur le pouvoir. La nature du pouvoir est la même. Je crois que ce qui s'est passé en 2001, le drame de 2001, c'est des morts qui s'ajoutent à d'autres morts avant. Avant, il y a eu des morts aussi, beaucoup de morts, et qui s'ajoutent aux morts. Mmh. Et c'est peut-être, d'une certaine manière, la goutte qui a fait déborder le vase. Vous parliez de 1980. 1980, personnellement, je ne l'appelle pas le printemps berbère.
c'est le nom qui lui est donné. Mais pour moi, c'est le printemps de la démocratie, tout simplement. C'est le printemps de la démocratie parce que... Avant celui de 88 peut-être, avant l'automne 88, si je peux suivre un peu votre... Oui, tout à fait, mais pas seulement. Parce que le avril 80, ce printemps de la démocratie a permis de déverrouiller d'une certaine manière la ressource politique. La ressource politique a été déverrouillée là, en avril 80. Parce qu'en 82, il y a eu d'autres sorties, d'autres manifestations, d'autres heurts avec le pouvoir en 1982, à Alger. Et après Alger, il y a eu des soulèvements, d'autres soulèvements, en 1986, notamment dans l'est du pays, à Constantine, pas particulièrement. Et vient ensuite la rupture des ruptures. C'est octobre 88. Cela veut dire qu'il y a avril 80 a ouvert le champ de la contestation et le champ du soulèvement. Et les ruptures profondes ont commencé en octobre 80. Et octobre 80 est essentiel. Ce que l'on appelle le tafsout est essentiel pour penser le champ politique algérien. Et cela, personne ne peut le nier. Tahar Sissi, un mot bien sûr, hein. On rend toujours hommage à ce qui a pu se passer. On parlait d'histoire notamment cette semaine avec nos invités, mais depuis, c'est vrai que ce soir, on voulait revenir aussi sur cet axe. D'ailleurs, la sortie du pouvoir parle d'elle-même, en fait. C'est que c'est toujours un peu, malheureusement, dans la même orientation, pas peut-être de volonté d'apaisement, puisque se recueillir devant la pierre tombale de son enfant, c'est peut-être le pardon, c'est l'apaisement, c'est d'avancer. L'oubli, non, certes, mais... Je pense que, en fait, ce qu'ils ont fait est extrêmement grave, hein, parce que tout le monde se rappelle, après l'assassinat en fait, de Garma Massinissa, la gendarmerie en fait, sort par un communiqué où en fait, il a tenté par tous les moyens de montrer que Massinissa a commis en fait des agressions contre des personnes, le vol. Donc on a tenté par tous les moyens de lui coller en fait des histoires qui n'existent pas, parce que d'abord en fait dans le communiqué on parlait d'un jeune de 26 ans alors qu'il avait que 19. Deux, on parlait d'un vol alors que le jeune n'a rien fait, hein. Donc il y avait une volonté de provoquer un chaos, parce que le pouvoir à l'époque cherchait justement à basculer en fait la Kabylie en fait dans un chaos local où l'hégémonie par le désordre dominera tout. Donc et moi j'ai été militant, donc j'ai été militant, donc j'ai vu des scènes de violence. Le pouvoir a tenté par tous les moyens de pousser à la violence, parce qu'il cherchait la confrontation, il cherchait la confrontation. D'ailleurs, Zerhouni, il a repris directement le communiqué en traitant il a traité Garma Massinissa en fait de voyou. Alors Zerhouni à l'intérieur en 2001, Nezar à la défense en 88 aussi. Pourquoi ces gens-là, à un moment donné, je vous laisse poursuivre, hein, mais c'est un axe. Ne répondent pas devant la justice. Pourquoi est-ce ils ont été, d'ailleurs, le général Nezar a été honoré, commémoré en cet été par le président algérien? Justement, Mohamed Issad a fait, en fait, il y avait un rapport, une enquête, que le pouvoir, à chaque fois, en fait, il bloque cette enquête, tout simplement parce que Mohamed Issad a tenté, en fait, de comprendre tout ce qui entoure la question, que les balles utilisées, parce qu'en réalité, ils ont utilisé des balles explosives. C'est des munitions de guerre. Donc, quand on utilise contre des manifestants
des balles explosives, c'est-à-dire on considère les manifestants comme Oui, étant... en 2001, les ordres ont été donnés, ça c'est clair. Hein. Mais justement, quand Mohamed Saad cherchait en fait à comprendre qui a donné l'ordre, en fait, ils acceptent de répondre en fait sur un certain nombre de questions, qui a fait quoi, mais une fois... En fait, lui, il a commencé à poser en fait des questions de fond sur le donneur d'ordre. Donc, la sécurité militaire, il a fermé, il a empêché en fait l'enquête d'y aller plus loin. Donc, ça montre que les commanditaires, les personnes qui ont donné des ordres, sont des éléments de la sécurité militaire, enfin, ou le DRS, qui cherchait justement à pousser à la violence. Parce que ça les arrangeait quelque part en fait de tuer les gens pour montrer qu'ils ont des muscles, que le peuple ne pourra pas en fait demander la liberté ni la démocratie. Moi, je parlerai en fait des éléments que les autres n'évoquent pas, parce que c'est important de parler en fait de la vision des uns et des autres à l'époque. Certes, le pouvoir a assassiné 128 morts. Ça, on l'a récité en fait. On n'arrêtait pas en fait de le rappeler chaque année. Par contre, le plus important, en fait, c'est de comprendre les positions des uns et des autres. À l'époque, il y avait deux positions qui s'affrontaient. En 2001, hein, par exemple, en 1980, le pouvoir a tenté par tous les moyens de ramener en fait les revendications et les mettre en fait dans la charte nationale du FLN. C'est-à-dire, il ne faut pas sortir du cadre du FLN. Comme il y avait des comités autonomes à l'intérieur de l'université, donc il y avait une volonté de sortir de ce cadre. Ça, c'est important, il faut le comprendre. C'est-à-dire le pouvoir, ce qui le dérange, c'est les militants qui sont organisés et qui ont tenté en fait de sortir du cadre de la charte nationale. Un peu comme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que eux, ils voulaient imposer en fait la pensée unique, parce que c'est ce qui les arrange le plus. Donc il ne faut pas sortir de cette pensée unique dès que quelqu'un sort en fait de la pensée unique. Et d'ailleurs, ils ont tenté en fait de mettre les revendications à l'intérieur de la charte nationale. Donc les gens, ils le savent. Hein. Il y avait donc deux visions qui s'affrontaient. Je vais finir rapidement. Je sais qu'on n'a pas le temps, mais c'est important de le dire. Il y avait deux visions qui s'affrontaient. Certains qui disaient en fait que alors en fait, le 1980, c'est la lutte pour la revendication ou la langue amazigh et en fait la culture amazigh. D'autres qui disaient, et c'est la majorité d'ailleurs, qui disaient que c'est une lutte pour la démocratie, pour les libertés et pour toutes les cultures, Et d'ailleurs, ils ont repris le message, en fait, et d'ailleurs dans la plupart des documents en fait qu'on a rédigés, il y avait d'autres revendications, l'arabe algérien, le berbère, la démocratie, les libertés. Donc, je voudrais qu'on n'oublie pas Brahim Younsi, s'il vous plaît. Brahim Younsi, je vous donne la parole sur cette thématique. C'est vrai que on a diffusé cette semaine notamment l'ancien chef d'État Bouteflika qui avait dit clairement que jamais la mazirité serait reconnue nationale. Bon, et ça a été fait en 2016. Je préfère vous donner la parole que de repasser les vidéos. Mais de tout temps, l'Algérie a prouvé qu'elle était un seul pays uni. On le voit, on l'a vu dans le cadre des feux, dans le cadre de la Covid, ou dans le cadre des feux, toutes les wilayas ont convergé vers la Kabylie, donc cette région montagneuse dans le nord de l'Algérie. Mais malgré ça, derrière, il y a toujours eu ce pouvoir qui a tenté tout de même peut-être d'utiliser cette région pour mieux régner, pour stigmatiser, pour diviser. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur aussi, parce qu'on sait que cette région-là, c'est tout de même une région cœur rebelle, cœur des révolutions aussi. Oui. La question est beaucoup plus complexe que cela, et beaucoup plus profonde, me semble-t-il, que cela, pardonnez-moi de le dire. Dans les années 70, le pouvoir de l'époque pensait pouvoir régler la question de la nation, parce que c'est de cela dont il s'agit. D'autres peuples, d'autres États ont réglé la question de la nation de la même façon que voulait employer le pouvoir d'Alger, le pouvoir sous Ouari Boumediene.
par le projet économique, par le développement économique, par l'économie. Et la région de Kabylie a bénéficié de plans spéciaux, etc., ou d'un plan spécial sur la question du développement économique local. Ça a été un échec. Le lien par l'économie a échoué. Et dans une certaine mesure, et le pouvoir, jusqu'à maintenant, joue sur ce que l'on appelle, ou ce que j'appelle, le lien des liens, c'est-à-dire la question de l'islam. L'islam, même s'il y avait des contestations de l'exploitation, de l'utilisation ou de l'islam. L'islam, qu'on le veuille ou non, à un certain moment de l'histoire de notre pays, et après, post-indépendance, après l'indépendance, a tenté d'être le lien des liens. Et il a formé le lien des liens à un moment donné. Que l'on soit berbériste ou berbère ou kabyle ou chaoui ou agérois ou oranais, etc., l'islam constituait le lien des liens. Or, aujourd'hui, malheureusement, et je dis malheureusement, il faut trouver un autre lien. Ça ne peut pas être l'économie parce que l'Algérie se trouve dans une situation où son économie ne représente strictement rien. Il n'y a pas de développement économique et social pour pouvoir constituer ce lien dont ont besoin les Algériens pour se réunir autour de la nation, malgré leurs différences, j'allais dire culturelles, linguistiques, parce que cela est une réalité et personne ne peut le nier. Et pour reformer la nation, il faut trouver un lien. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie, mais la démocratie, il faut aussi la penser, et la penser dans sa spécificité, dans la spécificité de l'Algérie, du peuple algérien. Il y a une spécificité, comme tous les autres peuples. La démocratie française, ce n'est pas la démocratie américaine ou anglaise ou allemande. C'est aujourd'hui trouver un système. Il y a des systèmes, mais il ne faut pas avoir des tabous. Il faut poser tous les systèmes qui permettent de donner à la nation une cohérence et donner aux particularités aussi l'espace d'existence. Donc, c'est dans ces espaces d'existence des localités que la globalité peut trouver aussi sa cohésion. Ce qui peut faire peur. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire là-dessus. Alors, on va passer à l'actualité suivante, les sorties du chef d'état-major Saïd Chengriha. Sur cette première, on va l'écouter ici, sur cette première notamment vidéo, il évoque notamment le retour d'activités intégristes. Il met en garde ceux qui adoptent un discours religieux extrémiste. On va essayer de voir avec nos invités de qui il parle. Et sur la vidéo suivante que vous allez voir s'enchaîner, qui nous parle de précipice. Voilà, je dis à ces intégristes que cette période est révolue, nous dit le chef d'état-major. Pas de retour de ces aventuriers grâce aux institutions de l'État. Il met aussi en garde ceux qui veulent jeter le peuple dans le précipice et notamment la destruction de l'État, entre autres. Et dit clairement que le peuple a beaucoup souffert et qu'il ne permettra pas de revivre ce qu'il a déjà vécu. المحاولات البائسة التي سجلنا في الآونة الأخيرة أحد تجلياتها ومظاهرها المتمثلة في عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا متطرفا يذكرون بالسنوات التسعينات
من القرن الماضي. متطرفون أن ذلك الزمن قد ولى إلى غير رجعة، وأن مؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية وأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار. وليعلم كذلك أن الشعب الجزائري الذي انكوى بالنار الإرهاب الهمجي وعانى الويلات من العنف الأعمى لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى، لأنه أصبح أكثر وعيا وإدراكا لأساليبهم الخبيثة التي تستغل تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف لتحقيق أغراض سياسيوية مشبوهة تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية وأجندات أجنبية معادية. Les sorties donc hier du chef d'état-major, chef des armées, le général des armées Saïd Chengriha, allocution prononcée lors d'une rencontre notamment avec les cadres et les personnels du commandement des forces de la défense. Voilà les quelques éléments. Je vous donne la parole directement. Taha El-Sisri, de qui nous parle ici est-ce qu'il a encore une fois, il fait de la politique? Est-ce qu'il sort de son champ? Et puis de qui il parle? Puisqu'on dit tout de même aux Algériens depuis tout temps que le terrorisme s'était terminé. Est-ce qu'ici Je donne comme ça 2-3 éléments de questions à vous aussi, à Brahim Younsi. Comme ça, vous avez la parole. Est-ce qu'on ressort une nouvelle fois un ancien logiciel aux Algériens, retour des années 90. On dit souvent, on entend le chef d'État et le chef d'état-major dire que le terrorisme c'est terminé. Voilà, à qui on parle? Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être, Brahim Younsi en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler de discours violents, appel à la violence? En fait, je veux faire juste une petite parenthèse avant de commenter. Très rapidement, s'il vous plaît. Il est 20h37. Très rapidement. Donc, Brahim parlait en fait du lien entre les Algériens. Je pense qu'aujourd'hui, les Algériens, ils ont compris, il y a une mosaïque. Cette mosaïque, en fait, certains qui sont au pouvoir, c'est le pouvoir qui tente par tous les moyens de diviser les Algériens, d'opposer des régions, une région contre une autre, des Algériens contre d'autres, alors que, en fait, à la base, on aurait pu éviter tout ça s'il y avait un régime démocratique. Mouloud Maameri disait, et il avait raison, quand je travaille à la berbérité, c'est à l'algérianité que je travaille. Vous l'avez diffusé sur vos réseaux sociaux d'ailleurs. Mais je crois que c'est important en fait, de le comprendre. Le peuple a dépassé tout ça. Non, mais c'est important de le comprendre. C'est-à-dire quand lui, il travaillait à la berbérité, il travaillait à l'algérianité. Et le fait de comprendre ça, ça veut dire, c'est le principe de la citoyenneté. Les gens doivent comprendre que ça. C'est le principe de la citoyenneté. Une fois les Algériens, ils ont réussi à renverser le pouvoir totalitaire d'Alger et instaurer un régime démocratique, ils auront leur droit à profiter, à apprendre les langues, la langue maternelle. Donc je pense que en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voudrais juste qu'on avance en tout cas il y a un lien solide en fait entre la démocratie. En tout cas, le peuple, on a bien vu en tout cas, et notamment dans le cadre de ce Hirak, c'est ce qu'on a vu, c'est que le peuple algérien est uni et tout le monde, enfin en tout cas, pour l'instant, on n'a pas senti que le peuple algérien est entré dans ces divisions. Je voudrais avoir une réaction je reviens sur le discours en fait de Chengriha. On a entendu ça, Gaïd Salah, n'arrêtez pas en fait de ressasser ça. Donc eux, c'est la source de toutes les violences. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de la violence. Je disais toujours que le pouvoir c'est comme un virus, il évolue toujours dans les milieux malsains pour préserver sa santé. Donc à chaque fois que le pouvoir arrive en fait à un point à une difficulté et il n'arrive plus à s'en sortir, il n'a pas de solution, donc il utilise la violence. Donc il l'a utilisé en 1990, les années 90-92, donc après le coup d'État contre la volonté du peuple, donc il l'a utilisé en 1988, tout simplement parce que aujourd'hui le pouvoir n'a rien à proposer.
n'a rien à proposer. Il y a un divorce acté entre le peuple et le pouvoir totalitaire d'Alger. Personne n'écoute ce pouvoir totalitaire, personne ne l'écoute, personne ne suit en fait leur discours. Ils n'arrivent plus à gouverner parce qu'il y a un divorce entre leur discours ne passe plus. Donc aujourd'hui, donc eux, ils essayent par tous les moyens de créer, voilà, comme ils avaient l'habitude de le faire, hein, parce que les années 90, les 92, donc ils ont tenté par tous les moyens, en fait, de montrer au monde entier qu'il y a en fait des Algériens qui sont aussi des monstres, c'est des monstres. Heureusement, on est là, sinon les Algériens ils vont détruire le monde entier. Donc, salir l'image en fait des Algériens, c'est la spécialité du pouvoir totalitaire d'Alger. Salir l'image de l'Algérie, c'est la spécialité du pouvoir totalitaire d'Alger. Fabriquer des ennemis intérieurs et des ennemis extérieurs, c'est la spécialité du pouvoir totalitaire d'Alger et de la junte militaire. Parce qu'en réalité, les généraux, les Chingriha, les Ali Ben Ali, les Mohamed Qaïdi, les Toufiq, ces gens-là, c'est des informateurs des pays étrangers. Donc ils ont passé toute leur vie à informer des puissances étrangères sur la réalité de l'Algérie. Ils ont tenté pour comme ça, ils vont légitimer en fait leur pouvoir totalitaire. Donc, et les pouvoirs, en fait, les forces étrangères ont accepté en fait ils ont accepté en fait cette sous-traitance. Donc eux, ils vont organiser le pillage avec des puissances des pays forts, et de l'autre côté, les pouvoirs, en fait, les puissances étrangères vont légitimer en fait un pouvoir totalitaire. Donc ils ont signé ce pacte, et le pacte il est toujours récent, et on le voit, les Algériens ont compris en fait l'arnaque. Brahim Younsi, je vais me faire l'avocat du diable, mais encore une fois, effectivement, c'est un discours qui revient, mais le combat du changement, l'État algérien ne permettra jamais le retour de ses aventuriers. On nous parle d'extrémistes, il met en garde ceux qui adoptent un discours religieux d'extrémisme, notamment. De qui il parle? Est-ce qu'il cible, soyons clairs, est-ce qu'il cible M. Ali Belhadj? Est-ce qu'il fait allusion aux années 90 où notamment, je le rappelle, le fils avait gagné, en tout cas les Algériens avaient parlé par leur bulletin. Si là, il parle d'intégrisme, bon, qu'ils le disent clairement, mais voilà, vous parliez tout à l'heure aussi de messages qui appellent à la violence. Qu'est-ce que veut dire le chef d'état-major derrière c'est crédible, pas crédible, c'est susciter des peurs, c'est pour préserver une certaine image positive à l'international? Votre analyse? Il désigne une partie de l'Algérie ou des Algériens, mais le but qu'il poursuit, est très dangereux. Parce que ce discours martial est un discours de guerre civile. Cela dénote de guerre civile, hein, vous dites, hein? Oui, c'est un discours de guerre civile. Et cela dénote deux choses, à mon sens. Un, il y a une certaine fébrilité du pouvoir en place, parce que la martialité avec laquelle ce discours est construit marque une certaine manifestation de ce qui veut être une force, alors qu'il a montré beaucoup de faiblesse. Mais la question, me semble-t-il, est pourquoi fait-il ce discours aujourd'hui alors qu'il n'y a pas lieu et il n'y a aucun événement grave qui puisse le susciter? Parce que peut-être qu'il voit aussi peut-être des Algériens aujourd'hui qui ont prouvé une certaine diversité, qui ont envie de travailler ensemble aussi de tout parti politique. Enfin, il y a une certaine maturité aussi, il y a un changement. Je ne sais pas si le mot maturité est bon, mais il y a une évolution. On l'a vu dans le cadre du Hirak, où les gens sortaient ensemble, certains partis ont commencé à travailler ensemble. C'est ça aussi qu'il craint?
Non, parce que je pense que ces analystes, ce travail, ce pouvoir illégitime à ces analystes qui scrutent la société, qui décryptent. Et je pense que ces analystes-là croient qu'il y a un certain nombre de facteurs d'incertitude de l'opposition, de la révolution. Ce qui est d'une certaine manière vrai. Hélas, il y a des incertitudes qui se sont installées au fil du temps. On se pose des questions. Mais simplement, il y a un paramètre. Et ce paramètre, me semble-t-il, est fondamental. C'est celui des ruptures. Et des ruptures imprévisibles. Nous ne savons pas nous-mêmes quand se produira, comme en 88, ou dans les années en 2019. Il y a des moments de rupture. Et je pense que le pouvoir croit mobiliser de son côté une partie de la population pour désigner aujourd'hui l'ennemi. Ce pouvoir n'est pas sorti de la conception smithienne du politique. Et de nouveau, il désigne l'ennemi. Un ennemi aujourd'hui, pardonnez-moi, et que les gens qu'il vise, s'ils existent, me pardonnent, c'est que cet ennemi est putatif et fictif aujourd'hui. Il n'y a pas d'ennemi qui correspond au contour qu'il a présenté. Il n'y en a pas, il n'existe pas. Cet ennemi-là n'existe pas. C'est dire que ce pouvoir ne sait pas où il va. Il ouvre, il est tout le temps dans le conflit. Les conflits qu'il ouvre avec l'étranger, avec des pays comme la France, il faut le dire, et tous les autres conflits, et il ouvre des conflits multiples à l'intérieur, dans le pays. Brahim Younsi, J'ai l'impression merci. qu'il peut aller vers une guerre civile en désignant l'ennemi. Il dessine aussi celui qui s'oppose à lui et qui devrait s'opposer à lui. Il veut absolument aller vers une guerre civile pour jouer, encore une fois, les arbitres. Brahim Younsi, merci. Je vous laisse comme ça à chaud, on va terminer. Il nous reste 4 petites minutes. En 1 minute, je sais que vous pouvez le faire, juste peut-être avoir votre raison. Est-ce que le président algérien ne pouvait pas faire face à l'Assemblée nationale, à la presse française en toute liberté? Quel est le problème? C'est Emmanuel Macron qui ne pouvait pas, en cette pleine crise sociale en France, accueillir un chef d'État algérien qui est toute ma main, qui déferle la chronique notamment parce qu'il dénonce, on dénonce énormément de répression en Algérie entre autres. C'est aussi peut-être le Hirak qui fait peur au peuple, au pouvoir algérien. 1 petite minute là-dessus, je sais que c'est très court, mais on y reviendra. Votre réaction sur cette absence du président algérien en France? C'est une reddition de Tebboune ou de ceux qui gouvernent ce pays. Parce qu'effectivement, ils savaient ce qui les attend, ce qui les attendait à Paris. Qu'il y a une force contestatrice, une volonté de s'opposer et de dire de façon directe les choses à Abdelmadjid Tebboune. Bien sûr que cette visite ne pouvait qu'être reportée, voire annulée. Allez, j'ai des exemples. Très rapidement, je suis vraiment désolé. En 1983, les opposants, notamment nous, soit ont été retenus chez eux, soit ils ont été éparpillés dans les provinces françaises, pour que le président Chadli Benjedid de l'époque
fasse sa visite en 1980 à Paris. Brahim Younsi, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse bien sûr vous rester en notre compagnie. On va finir l'émission ensemble avec Taha Sissi. Il est 20h50. 3 petites minutes. Demain, d'ailleurs, il y a une mobilisation. Il y a une marche qui va partir de Place de la République. C'est lié, j'ai envie de dire. Est-ce que le président algérien avait peur de cet accueil aujourd'hui? Est-ce qu'il était dans l'incapacité aussi de faire un discours devant une Assemblée nationale française? On peut critiquer la démocratie en France, mais ça reste un pays démocratique où il y a les LR, les opposants, la NUPES, enfin il y a une Assemblée nationale quand même de diversifiée. Le 3 mai, c'est aussi la journée internationale de la presse. Est-ce que ce sont des freins qui font qu'aujourd'hui que le pouvoir algérien, donc lui, ou peut-être un autre corps, peut-être l'armée, on dit « Oh là là, le président algérien, c'est pas du tout le bon moment, il est pas prêt » à quelques mois de cette échéance présidentielle. Bien sûr, parce que nous, on se préparait et les agents ils sont au courant que les militants se préparaient sur le terrain. Il y avait des actions planifiées pour empêcher l'hélico de passer en fait, dans les meilleures conditions. Ça l'a fait reculer, en fait, ça Oui, on a fait un plan précis justement pour empêcher, en fait, pour dénoncer d'abord la visite. Ça c'est clair, on est au courant. Mais est-ce que le président, je vais très vite, est-ce que selon vous, le chef d'État algérien a peur d'avoir une mobilisation? Bien sûr. Après, moi, je donnerai un deuxième exemple, là, Chenguereha. Les généraux, quand ils ont envie en fait, de visiter la France, ça se passe très bien. Hein. Et ils viennent, en fait, même la date, ils l'ont cachée. Il est venu dernièrement. C'est une preuve que les généraux, c'est eux qui décident. Donc, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Par contre, Tebboune, c'est une marionnette, donc ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc voilà, donc ils essaient par tous les moyens de créer la zizanie parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord en fait sur le futur président, chef d'État. Donc je pense que c'est un tout. Alors donc, concrètement, précisément, demain, on aura le temps de revenir. Il y a un entretien téléphonique qui est prévu demain entre Macron et le président algérien. On y reviendra. Mais alors demain, vous avez donc une marche. Il y a une marche qui part de République. Demain, le 23. Avril 2023, donc à 14h, donc le pouvoir totalitaire a tenté par tous les moyens de casser la place de la République. Nous avons choisi d'organiser cette marche unitaire à la place qui partira de la place de la République jusqu'à la place de Bastille. Même si il y a certains qui tentent par tous les moyens de casser cette marche. Parce que, en fait, il y avait une volonté, justement, en fait, de détruire la symbolique de cette place. Il y avait une volonté, en fait, de détruire cette place. Et les gens qui ont... Donc, il faut venir nombreux pour réussir, en fait, cette marche unitaire. Donc, on se donne rendez-vous demain à 13h à la place de la République. La révolution continue jusqu'à la chute du pouvoir totalitaire d'Alger. Merci. Et merci Taha Sissi, militant politique. Brahim Younsi, merci infiniment. Bonne fête à tous de l'Aïd, Saïd Koum, Sahel Aïdenoun. L'équipe en régie, merci infiniment. Bonne fin de soirée à tous. Merci.